Des livres, de la musique, des spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. Pierre Lefranc, bonjour. Nous allons parler de ce livre que vous publiez aux éditions Deville, La montée à l'Empyrée. L'Empyrée, cette partie du ciel où les anciens situaient la demeure des dieux. Cette histoire commence dans le Haut-Brabant à la fin du XVe siècle. On est en 1478 et Géronimus, un peu le fils prodigue, revient à la maison. Et il a parcouru le monde, découvert beaucoup de choses nouvelles, et puis il rejoint la famille, son père qui est peintre, et juste avant de mourir, il lui confie une mission, celle de terminer le tableau qu'il est en train de faire, et puis avec une sorte de vision qu'il a eue par rapport à ce tableau. Et c'est une anecdote en fait qui est un peu prétexte à nous faire découvrir, je dirais, toute une épopée entre le siècle des Lumières et puis l'aube du XXIe siècle sur l'histoire de la science et surtout la science médicale à travers l'électricité. Et on apprend beaucoup de choses dans ce bouquin. Alors, comment vous expliquez justement avoir pris ce prétexte-là? C'est un sujet qui aborde les rapports de l'homme avec la vie et avec la mort. Donc les premières manipulations de la vie avec tout un cortège d'espoir, de joie, de drame, c'est un élément qui est très propice à l'écriture d'un roman en fait. Mon idée, c'était de décrire comment on est passé en 200 ans d'un Moyen-Âge, en fait. Le Moyen-Âge, il se termine, le Moyen-Âge scientifique, en tout cas, on pourrait dire qu'il se termine à la fin du XVIIIe siècle. Comment on est passé de cet état d'inculture scientifique à aujourd'hui, 200 ans après, un monde hyper technologique. On peut prendre un exemple très simple, c'est l'espérance de vie. Donc, si on estime l'espérance de vie, l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est à peu près la même chose, on est autour de 35 ans. L'espérance de vie, on la connaît bien à partir du moment où on fait les statistiques, ça commence en 1740. Et à la fin du XVIIIe siècle, en France, l'espérance de vie, elle est de 35 ans. C'est-à-dire qu'en 2000 ans, il n'y a strictement aucun progrès dans l'espérance de vie. Et aujourd'hui, 200 ans après, on se retrouve avec une espérance de vie à 80 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à cette époque-là, dans ces 200 ans, pour avoir un tel progrès? Donc, ce que j'ai voulu décrire, c'est cette révolution de la pensée qui arrive à la fin du XVIIIe siècle. C'est cette libération de la pensée qui permet aux hommes de commencer à réfléchir avec une démarche logique déductive. Voilà, c'est ce qu'on appelle la révolution des Lumières. Alors, elle a des tas de manifestations, mais en l'occurrence, dans le domaine du progrès technologique, on se retrouve à cette époque-là, au début du 19e siècle, avec une possibilité que n'a jamais connue l'humanité de progresser sur le plan scientifique. J'ai choisi ce thème de la manipulation de la vie et des corps par l'électricité, mais on pourrait trouver ça dans beaucoup d'autres domaines. On pourrait, par exemple, partir de la machine à vapeur de Cugnot et puis décrire l'invention du chemin de fer au XIXe siècle, et puis le moteur à explosion, et puis on arrive aux voitures électriques, et puis au voyage dans l'espace. C'est exactement la même filiation. Donc, c'est exactement le même principe de naissance d'une façon de réfléchir, d'une façon de penser, avec le travail de femmes et d'hommes qui progressent tout au long de ces 200 années, jusqu'à arriver au monde hyper technologique dans lequel on vit aujourd'hui et auquel aspiraient tous ces gens-là.
Il y a effectivement une démarche scientifique, expérimentale qui est complètement nouvelle. Et cette démarche est effectivement une démarche aujourd'hui qui est complètement admise, mais qui ne l'était pas parce qu'il y a beaucoup de scepticisme tout au long de cette évolution. Alors, pour venir à la notion de l'électricité et du corps humain et des muscles et du corps, tout commence un peu par Caldini. Et puis, c'est repris après par Galvani, Volta, et les scientifiques de cette époque s'intéressent, mais la médecine, les médecins, eux, ont toujours un peu des doutes. Caldani et Aldini et Galvani, pardon, les tout premiers à la fin du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, ils ont posé les premières bases ils sont aperçus que quand on stimulait les muscles, ça se contractait. Bon. Et puis après, c'est Aldini surtout qui démarre. Alors Aldini, lui, il est médecin, et comme tous les médecins, il connaît l'anatomie, point, c'est tout. Et à l'époque de la médecine, on connaît que l'anatomie, et encore pas toujours très bien. Lui, il s'intéresse à stimuler les muscles. Et il y a une expérience qui est très célèbre, que je décris d'ailleurs dans le livre au début, où il y a un criminel qui a été pendu en Angleterre, et puis il récupère le corps, et devant tout un tas de journalistes, de scientifiques et de curieux, il va électrifier le corps du cadavre et il le ramène à la vie. Cette expérience, elle avait donné lieu à énormément d'articles dans la presse, dans le monde entier, c'est-à-dire en Europe, puisque à l'époque, le monde entier, c'est l'Europe avec un peu d'Amérique qui commence à naître. Et on a vu arriver, au début du 19e siècle, tout un tas de médecins, de scientifiques ou de pseudo-scientifiques qui ont commencé à électrifier des cadavres. Alors, il y avait beaucoup de charlatans là-dedans qui disaient « mais c'est pas grave, votre mari il est mort, mais c'est pas grave, regardez, je vais l'électrifier, je vais le ressusciter ». On a commencé à s'intéresser à ça. Puis très rapidement, évidemment, on s'est aperçu que c'était des charlatans et que l'électrification des corps en était encore assez balbutiement. Mais on voit bien que l'idée, elle est dans la société. On voit Mary Shelley qui utilise ce principe pour écrire son roman Frankenstein à l'époque, on est en 1816. C'est directement l'application des principes décrits par Galvani et Aldini qu'elle utilise dans un but de roman. Mais cette idée, elle existe. Et puis, il y a des gens un petit peu plus sérieux qui vont se dire « Ouh là là, on n'en est pas encore là, on ne va pas tout à fait ressusciter les gens, mais peut-être qu'un jour, avec l'électricité, on pourra maintenir la vie. » Et c'est cette démarche-là qu'on va suivre pendant ces 200 années. Il y a aussi un moment assez émouvant, c'est celle de ce nouveau-né, ce petit Kevin, qui naît et qui rentre dans une sorte de coma de mort-né et qui est ressuscité, lui, grâce à la machine et grâce à l'électricité. C'est le premier dans l'histoire, c'est en Australie, à Sydney, et c'est la première vie sauvée vraiment par l'électricité. Il y a eu des tentatives avant qui n'avaient pas donné lieu à grand-chose, mais effectivement, il y a ce médecin, Lidwill, à Sydney, qui, le premier, s'est dit, mais si on peut électrifier le cœur, peut-être qu'on pourra le faire redémarrer. Et il y arrive en 1928. C'est la première tentative, alors ce n'est pas la première tentative, mais c'est la première qui réussit, de réanimation d'un nouveau-né à la naissance. L'idée de Lidwill, ce n'était pas de construire des appareils pour stimuler le cœur chez des personnes qui avaient le cœur qui flanchait, non, c'était d'expérimenter la stimulation du cœur des nourrissons, des morts-nés. Il y a des choses, il y a une anecdote aussi assez extraordinaire quand la médecine et la science et la politique se confrontent et se croisent. C'est Brejnev en 76 qui un matin ne se lève pas et puis personne n'ose aller frapper à la porte pour lui ou ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Et comble de il a une insuffisance cardiaque, finalement il ouvre la porte, mais il le récupère comme ça et puis il va lui falloir effectivement ce fameux pacemaker, mais on découvre que la Russie n'en a pas et mettre à Brejnev un pacemaker américain, ça fait désordre. Alors, cette anecdote, elle est réelle. Brejnev a vraiment eu un pacemaker, bien entendu. Et alors, vous imaginez bien qu'on ne sait rien, évidemment, de cette anecdote. Sauf qu'on sait
par des indiscrétions, bien entendu, que les Américains ont fourni le pacemaker de Brejnev. On sait qu'il y a eu un pacemaker, on sait que ce pacemaker a duré très longtemps puisqu'il l'a gardé jusqu'à sa mort. Donc il a duré plus de 10 ans, qu'à l'époque, les premiers pacemakers avaient une durée de vie de 3-4 ans. Donc on est à peu près sûr que le pacemaker qu'il a reçu, c'est cette nouvelle génération qui est apparue dans les années 70, on va peut-être parler tout à l'heure, qui est le pacemaker qui fonctionne avec une pile au plutonium. Et qui avait une durée de vie, il y en a qui fonctionnent encore. Hein. On a arrêté de les implanter en 77. Il y en a qui fonctionnent encore. Il y a encore des patients aujourd'hui qui vivent avec un cœur, un pacemaker au plutonium 40 ans après. Hein. Mais évidemment, la façon dont ça s'est déroulé, évidemment, vous imaginez bien que le KGB a bien enfoui ça sous les draps, sous les couvertures. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. On sait qu'il a présenté un malaise, on sait qu'il a été arrêté, puisqu'il y a des réunions qui ont été annulées. Évidemment, la CIA, à l'époque, surveillait de très près l'activité du premier secrétaire du Parti communiste soviétique, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc là, effectivement, j'ai dû inventer. Alors, c'est mon activité de romancier qui apparaît là, parce qu'il y a des épisodes qui sont des épisodes réels. Il y a des personnages comme Brejnev, par exemple, ou comme ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont des personnages réels, mais j'ai choisi de les mettre en situation de roman. C'est-à-dire que c'est pas, mon livre, ce n'est pas une succession d'événements technologiques. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est la vie des femmes et des hommes qui ont travaillé et qui ont été malades, comme Brejnev, par exemple, vous venez de citer, ou comme le petit bébé qu'on a ressuscité en Australie, ou comme Kevin qui meurt à Minneapolis d'une panne d'électricité. Voilà. Donc, tous ces gens-là, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des physiologistes, et puis il y a des gens qui sont malades, il y en a qui vivent, qui survivent, qui sont sauvés, et puis il y en a qui meurent. Et donc, c'est leur vie que j'ai voulu raconter. Certainement pas l'histoire de la technique, parce que ce serait une histoire un petit peu abrupte et un petit peu technique et compliquée. Non, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la vie des personnages. La montée à l'Empirée, donc ce livre publié aux éditions Deville, un livre qui se lit comme un roman, c'est un roman d'ailleurs, mais qui permet justement d'avoir une réflexion, de retrouver certaines connaissances et puis d'avoir un peu un éclairage aussi sur les origines de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, puisque l'on s'aperçoit que, je ne veux pas dire qu'on n'a rien inventé, on a beaucoup amélioré, mais que eh bien, la pensée, effectivement, par rapport au siècle des Lumières et puis à l'évolution de pensée de certains hommes a fait quand même beaucoup de progrès pour, ne serait-ce que vous le disiez tout à l'heure, pour l'espérance de vie de l'homme sur la planète. Merci à vous, Pierre Lefranc. Donc, la montée à l'Empirée, c'est publié aux éditions Deville. Merci beaucoup.